Le colonel d'aviation Yarouba Touré, officiellement installé dans ses fonctions, le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air a des priorités, parmi lesquelles la valorisation des ressources humaines. Le film de la cérémonie, c'est dans un très bref instant. Également dans ce journal, la formation des agents des services d'urologie, l'amélioration de la qualité des services de soins de santé est le but visé pour freiner les évacuations sanitaires à l'étranger. Enfin, des promoteurs culturels s'engagent à accompagner et à appuyer les jeunes dans la promotion du livre et de la lecture. Des conseils leur sont donnés pour réussir ce challenge. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, le colonel d'aviation Yarouba Touré, nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, est officiellement installé dans ses fonctions. Il s'engage à œuvrer pour le rayonnement de son état-major avec pour mission principale la valorisation des ressources humaines. Reportage adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après 2 ans, 10 mois à l'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade à la retraite, Aboubakar Monson Bangoura, passe les témoins au colonel Yarouba Touré. Une passation de commandement et de service qui s'est déroulée à la place d'armes de la base aérienne principale de Conakry, en présence de la hiérarchie militaire, des membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et du personnel de l'armée de l'air. Vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de l'armée de l'air le colonel Yarouba Touré ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son intervention, le chef d'état-major de l'armée de l'air sortant a remercié ses collaborateurs pour leur apport durant le temps qu'il a passé à la tête de l'institution. Il a exhorté ses frères d'armes à se mettre à la disposition du nouveau commandement. Je vous exhorte au rassemblement, à l'union, à l'amour du prochain. Alors, je vous demande de vous donner les mains et les cœurs pour réussir, car l'aviation est synonyme de l'équipage pour le décollage d'un avion. Colonel Yarouba Touré, désormais patron de l'état-major de l'armée de l'air, est un fin connaisseur de ce corps. Je voudrais témoigner de toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État, président de la transition, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir porté son choix sur ma personne pour diriger les destinées d'un état-major stratégique comme l'armée de l'air. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, avec le soutien de tous les aviateurs, du premier soldat au dernier colonel, de la base de Conakry à la base de Zérekoré, en passant par toutes les bases, nous parviendrons à relever les défis et faire en sorte que l'armée de l'air puisse assurer ses missions régaliennes. Colonel Yarouba Touré, jusque-là commandant de la division vol, opérations et instructions à l'état-major de l'armée de l'air et chef du centre des opérations au poste de commandement interarmée élargi, PCIAE, a été nommé à ce poste pendant qu'il était en mission d'observation au Sud-Soudan en qualité d'officier d'état-major au sein de la mission des Nations Unies. Problématique de la sécurité ferroviaire au cœur d'une concertation entre autorités communales de la ville de Conakry. Elles envisagent la poursuite du déguerpissement le long des rails après l'accident des 2 trains Roussal et Sebeka. Mais avant, des tournées de sensibilisation sont prévues pour préparer les esprits des occupants. Moussa Bangoura. Depuis la collision des 2 trains de Roussal-Sebeka, survenue le mois passé à Antanor, faisant des dégâts, des instructions ont été données par l'autorité régionale pour déguerpir le long des rails. Suite au travail abattu par les maires concernés, une délégation de Roussal-Sebeka échange avec l'administration communale de Matoto et Ratoma. Ce conclave s'est appesanti sur la poursuite des dégagements des emprises de la voie ferrée afin de minimiser les risques. Il y a beaucoup de morts, des gens qui meurent comme ça n'importe comment. Ça, c'est pour des occupations anarchiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec les instructions que nous avons reçues des autorités,
nous sommes sortis et nous avons essayé de dégager le long des rails systématiquement. Tant que les voies ne seront pas complètement libérées conformément au communiqué du CNRD, je pense qu'on sera toujours à pied d'œuvre pour que le travail soit effectif. Pour la poursuite des opérations, des équipes mixtes composées de la sécurité ferroviaire et du service communal de l'habitat sont sur le terrain. On a appelé les gens pour les sensibiliser, pour ne pas qu'ils soient surpris. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça, casser, sans qu'ils soient informés. Là où je vous parle, la semaine là, on a eu 2 morts successifs. Il y a un corps actuellement qui est couché à Niassidine qu'on n'a pas retrouvé, une femme. L'accident s'est passé avant-hier vers 2 h du matin. Et ça, c'est parce qu'elle est sortie juste de maisons faites au bord des rails. Dès qu'elle est sortie, voici le train qui était déjà en face d'elle. On demande un peu de doléance parce que j'ai entendu le maître en train de dire tout de suite, c'est jusqu'à lundi. On est très compris, nous aussi, on va mettre sur eux pour sensibiliser les gens pour qu'on arrive rapidement, qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Le but visé par le gouvernement de Conakry est de réduire considérablement les risques d'accident au niveau de la voie ferrée. Les responsables de la ville s'engagent à accompagner Roussal Sebeka afin de sauver des vies. Vous suivrez dans quelques instants une série de décrets du chef de l'État. Ouverture ce lundi de la session annuelle de la Commission nationale de recrutement et de promotion des chercheurs et enseignants-chercheurs. La mise à disposition des enseignants qualifiés aux institutions d'enseignement supérieur de la recherche scientifique est le but de cette rencontre. Fatoumata Kourouma. C'est la session 2021 de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs, CNRP. 67 dossiers de candidature au recrutement et à la promotion des différents grades académiques sont enregistrés. Principal objectif, améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette commission, c'est une commission d'évaluation de la performance des enseignants, chercheurs et chercheurs pour les mettre dans les grades académiques. Vous savez, il n'est pas assez de supérieur qui le veut. Il faudra avoir un certain mérite. Et ils sont placés dans des hiérarchies très différentes, de l'assistanat jusqu'au grade de professeur. On examine leurs dossiers à travers des actes bien précis. Premièrement, les formations qu'ils donnent dans les établissements. Deuxièmement, la recherche qu'ils font. La CNRP siège une fois par an en session ordinaire sur convocation du ministre de l'Enseignement supérieur. Au cours de cette session qui se tient pendant près d'une semaine, les dossiers de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs seront minutieusement examinés. Depuis 2017, nous avons pris un arrêté dans le sens de l'amélioration pour dire qu'à partir de janvier 2022, cette évaluation pour tous les grades à part celui d'assistant, se ferait via le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière session que nous tenons de cette façon. Les prochaines vont concerner uniquement les grades d'attachés de recherche et d'assistants. La promotion régulière des enseignants-chercheurs est une nécessité pour le rayonnement des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Environnement pour parler de la gestion durable des zones humides. Le sujet intéresse les partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre d'une politique nationale en est le point de départ. Elle sera assortie d'un plan d'action qui met en lumière la protection de ces zones au profit des communautés. Reportage Ousmane Ba. Château d'eau d'Afrique de l'Ouest, la Guinée regorge 1165 cours d'eau repartis en 23 bassins, dont 14 transfrontaliers et un littoral de plus de 300 km. Pour une meilleure coordination de leur protection, les parties prenantes s'attellent à l'élaboration d'une politique nationale. Elle sera assortie d'un plan d'action qui répond aux standards de gestion durable des zones humides en tenant compte des préoccupations des collectivités. Cette zone humide, c'est là où on peut se retrouver les flancs d'eau, les lacs
les zones non touchables, les zones réglementaires, les zones qui servent de refuge naturel pour le régime hydrique, et souterrain et terrestre. Raison pour laquelle il faut donner une importance extrêmement capitale à cette politique de zone humide. Le problème de l'environnement, c'est un problème transversal qui ne relève pas d'un seul secteur. Donc si on le traite à huis clos, c'est qu'on va aller à l'encontre des intérêts d'autres secteurs. Par exemple, les barrages, on réalise les barrages ont besoin de l'eau, mais cette eau-là vient des zones humides. Donc si on ne tient pas compte aussi des préoccupations de ceux qui font les barrages, comme de l'agriculture, c'est qu'on va mettre en place des politiques qui ne sont pas des politiques standards et qui ne prennent pas en compte les préoccupations des acteurs. Les données déjà recueillies font foi de la dégradation poussée de l'écosystème guinéen suite aux multiples agressions qu'il subit, d'où l'impérieuse nécessité de sa préservation et de sa restauration. Les zones humides sont en proie à de l'agriculture itinérante sur brûlis, en proie à la pêche illicite, elles sont en proie même aux défrichements culturels, notamment le long des principaux cours d'eau. Il s'agit donc d'un certain nombre d'activités anthropiques qui induisent un impact négatif à la situation actuelle de nos zones humides. Les zones humides sont parmi les milieux les plus productifs du monde. Elles constituent le berceau de la diversité biologique. Ces zones fournissent l'eau et la productivité primaire avec un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux dont la survie en dépend. Opération d'assainissement dans la ville sainte de Touba. Une association s'implique dans le maintien de l'hygiène publique de cette cité. L'action est couplée aux dons de plusieurs matériels et infrastructures publiques. Bernard Tonguino. La propriété de leur localité leur tient à cœur. Les ressortissants de Touba, réunis au sein de l'association Benkanto, exécutent une vaste action d'assainissement de la cité religieuse. Par cette opération, les membres de Benkanto entendent contribuer au bien-être de la population de Touba. Le premier projet qu'on a réalisé, c'est de renouveler la mosquée, de faire un centre de santé amélioré, d'acheter des camions pour l'assainissement à Touba. En plus, un radio rural, de construire un bâtiment pour ça. Un centre de conférence. À l'avenir, on a un grand projet. Touba n'a pas l'eau. Touba n'a pas l'électricité, Touba n'a pas des appartements sociaux, tout ça est dans le projet de Benkanto. Pour pérenniser son action d'hygiène publique, l'association offre des camions de ramassage d'ordures et autres matériels d'assainissement à la commune. Benkanto nous a aidés à assainir notre cité. Aujourd'hui, il n'y a plus de moustiques. Nous nettoyons tous les dimanches. Tout ça grâce à Benkanto. Depuis plusieurs années, l'association Benkanto participe au développement de Touba, une sous-préfecture située à 45 km du chef-lieu de la préfecture de Gawal. Ici, plusieurs infrastructures sociales réalisées par ses fils ressortissants viennent d'être inaugurées. Des actions menées en prélude au Grand Fidaou qui s'annonce pour janvier 2022. Deuxième titre de ce journal, comment qualifier les prestations sanitaires de notre pays en urologie? Une formation est en cours avec des experts locaux et étrangers. Il est question d'actualiser les connaissances pour freiner les évacuations sanitaires hors de la Guinée. Mariam Kamara. L'objectif de cette formation pratique est clair. Renforcer la capacité des médecins urologues dans la prise en charge de nombreuses pathologies nécessitant une intervention chirurgicale. Aux anciennes expériences acquises vont s'ajouter de nouvelles méthodologies et équipements plus sophistiqués. Avec cette formation, le traitement radical du cancer de la prostate, par exemple, devient possible. C'est dommage qu'on fasse une large incision pour enlever un petit calcul de 4 mm. Des techniques mini-invasives ont été inventées pour qu'on puisse passer par les voies naturelles sans la moindre incision pour aller fragmenter ces calculs et les sortir. Ou alors on crée de petits tunnels à travers la peau. Juste on fait rentrer l'instrument et on fragmente les calculs, on les sort. Grâce à l'énergie de mes collègues urologues ici à Conakry,
se sont montés les premiers ateliers de formation en chirurgie urologique. Nous avons pu réunir tout le matériel endoscopique, le matériel consommable que moi-même j'ai amené de ma clinique. Donc là, vraiment, toutes les conditions sont réunies pour avoir des ateliers d'une réussite parfaite. Ces révolutions vont permettre à la médecine guinéenne d'être au standard international. À leur niveau, les autorités du ministère de la Santé ne manquent pas d'assurance. Pour ce qui les concerne, vous pouvez être rassurés que le ministère a pris bonne note des besoins qui ont été exprimés. Car, comme cela vient d'être dit, la science évolue. Et qui veut aller loin doit s'adapter au contexte et à l'évolution scientifique. Des instructions ont été données pour inscrire les besoins exprimés par le service d'idéologie dans le plan d'équipement 2022 du ministère de la Santé. Pour cette première phase, la formation va s'étendre sur 5 jours. Tous les services d'urologie du pays sont concernés. L'objectif final est de permettre une prise en charge rapide et efficace pour réduire les évacuations sanitaires à l'international. Et puis, pas de répit dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. À l'Abbé, une journée de sensibilisation est organisée pour conscientiser les populations sur les méfaits de l'excision. Par exemple, elle est dénommée « Vacances sans excision ». Une opportunité saisie pour porter un regard sur la vie des jeunes filles, leur croissance et surtout leur sexualité. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Ningilande Diallo. L'excision est l'une des formes de violence très néfastes que subit la couche féminine. Le constat démontre que cette forme de violence n'est généralement pratiquée que pendant les périodes de vacances. Pour barrer la route à ce phénomène, l'inspection régionale de l'action sociale de l'Abbé et ses partenaires comme l'UNFPA initient des journées de sensibilisation dénommées « Vacances sans excision ». C'est le moment pour nous de se mettre en ordre de bataille pour qu'on puisse éliminer totalement, mettre fin à cette pratique néfaste à la vie de la fille et de la femme. Cette initiative permet de mettre l'ensemble des acteurs en ordre de bataille pour mener une lutte coordonnée contre les mutilations génitales féminines dans la région de l'Abbé. Les filles leaders ont élaboré un plan d'action qui est financé aussi par UNFPA. Elles sont aujourd'hui les sentinelles pour la défense des droits des filles et des femmes dans la région et constituent un groupe modèle. De manière à ce que les filles que vous allez mettre au monde ne subissent pas les mêmes sorts que vous. Sinon, le monde ira à l'envers. Je voudrais très sincèrement vous inviter à une profonde réflexion. De janvier à octobre 2021, seulement 18 cas ont été enregistrés. Cette forte baisse est le résultat des multiples sensibilisations des populations sur les conséquences de cette pratique. Les chrétiens de l'espace Mano River Union aussi s'engagent contre ces pratiques néfastes pour la santé de la femme. Ici à Conakry, Guinéens, Libériens et Sierra-Léonais échangent leur expérience et s'accordent sur un certain nombre de préalables, y compris la sensibilisation. Ça Amara Tolno. Les leaders chrétiens de la Mano River Union mutualisent leurs efforts pour combattre les violences basées sur le genre. Guinéens, Libériens et Sierra-Léonais partagent leur expérience en vue d'éradiquer ces pratiques telles les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, les viols et les violences conjugales. La foi n'est pas sans la justice et la justice n'est pas sans la foi. Nous allons donc écouter les uns les autres. Nous allons changer nos expériences pour voir dans quelle mesure, désormais, nous allons combattre ensemble ceux qui entretiennent et ceux qui font ces choses. And having women expanding their participation in political Nous allons également parler du fait que les femmes doivent être impliquées dans la politique et dans la vie sociale parce qu'elles sont souvent les victimes. Alors l'Église est là pour partager son expérience et pour aussi attirer l'attention des autorités concernant ces cas. Le combat contre les violences faites aux femmes est porté au sein de la Mano River Union par le réseau Foi et Justice composé de leaders religieux.
toutes les religions sont unanimes qu'on ne doit pas faire du mal à son prochain. La femme, c'est notre prochaine. Quand Dieu a fini de tout créer, dans toute sa création, il a vu que quelque chose manquait. C'était la femme. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a amené la femme pour que la femme soit une aide et non une esclave. Et non un objet, et non un instrument, mais plutôt un être humain qui sera là pour épauler l'homme. Nous nous réjouissons aujourd'hui de cela, qu'il y a des hommes qui se soucient pour les femmes. Nous remercions le Seigneur pour ces personnes, et pour toutes les bonnes volontés et pour tous les efforts qu'ils fournissent pour défendre les droits des femmes. Après cette rencontre de Conakry, des campagnes de sensibilisation des populations sur l'abandon de ces pratiques seront organisées au sein des 3 pays de la Manoriva Union. Par ailleurs, la diaspora guinéenne prend conscience de son rôle dans le développement de la Guinée. Les présidents du Conseil de la diaspora guinéenne étaient récemment face à la presse. Ils ont exprimé leurs préoccupations, mais également leur volonté d'accompagner les nouvelles autorités du pays pour une transition inclusive et réussie. Abraham Christophe Conté, Abdoulaye Diallo. C'est une conférence de presse qui réunit les présidents du Conseil de la diaspora guinéenne des pays à travers le monde. Face aux journalistes, le collectif décline sa mission. Les Guinéens de l'étranger, avec les Guinéens localement installés ici, qu'on constitue une seule famille, qu'on se donne la main et qu'on se soutienne dans nos projets. Parce que c'est très beau que les autorités nous invitent ici pour pouvoir contribuer au développement de la Guinée, mais nous ne pourrons pas le faire sans être unis. Réussir une transition apaisée, une mission lourde mais noble. Un concours d'action collective des acteurs à tous les niveaux est lancé. C'est de montrer une fois encore à l'opinion nationale et internationale ce qu'est devenu la diaspora guinéenne aujourd'hui. Je vais tout simplement dire cette image d'unité que nous sommes en train de construire. Il y a de cela quelques mois, peut-être à partir du 5 septembre, on partait peut-être d'une dizaine ou une vingtaine d'associations de la diaspora. Aujourd'hui, on vous a présenté que 3 structures. Les CGE qui représentent toute la diaspora de l'extérieur, la coordination et les collectifs, toute la diaspora de retour au pays que nous appelons les produits de la diaspora. Donc du coup, cette unité, c'est cette image que nous essayons de ventiler et de montrer ce que nous sommes devenus. Il était important de faire savoir un peu à la communauté les actions menées. Vous voyez beaucoup d'actions, des investisseurs qui viennent, des apports, les ONG et quelque part au-delà de ça, des fonds même, des dons. L'apport de la diaspora est de nos jours perçu comme un véritable vecteur de développement dans les pays africains. On revient sur cette nouvelle. Vous suivrez dans quelques instants une série de décrets du chef de l'État. Mieux connaître les écrivains guinéens à travers la lecture, c'est le conseil donné aux jeunes par les promoteurs culturels qui font de la promotion du livre et de la lecture une priorité. Des conseils d'encouragement et d'appui. Parmi ces promoteurs, la maison Innov Édition et d'autres partenaires. Mounir Bari. Encourager les jeunes à lire et à mieux connaître les écrivains guinéens, c'est le défi que la maison Innov Édition et ses partenaires veulent relever. Le mécanisme devra permettre aux promoteurs du livre de dénicher de nouveaux talents. Une question lancinante s'est alors imposée à nous. Que faut-il faire de nouveau pour creuser de plus l'appétit de la lecture en Guinée? Notre réponse a été surprenante et nous l'assumons. Créer une maison d'édition jeune, dirigée par des jeunes et qui n'édite exclusivement que les jeunes de moins de 40 ans. Beaucoup de nos compatriotes connaissent des auteurs étrangers, que ce soit Frantz Fanon, que ce soit Albert Camus. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui prennent le risque d'écrire, de proposer quelque chose à cette communauté ne sont pas connus. Donc pour nous, Tinkiso, c'était une manière de mettre un peu en avant le travail qu'ils font, mais aussi promouvoir la lecture. À cette première édition du concours littéraire, des livres et bouquins des auteurs guinéens étaient prisés par ses participants. L'ambition des organisateurs, promouvoir l'excellence et valoriser les acquis culturels du pays.
On devait lire 5 livres en moins d'1 mois pour restituer. Or que d'habitude, je fais tout un mois avec un seul livre. Et donc, je me suis lancé ce défi de lire 5 livres en 1 mois. Il faut toujours ce genre de compétition pour qu'on puisse montrer de quoi on est capable. Et c'était vraiment une expérience enrichissante. On a appris beaucoup de ces livres. Et venir le déclamer, c'est aussi quelque chose qui va nous grandir encore plus. Innov Édition et ses partenaires entendent faire de la promotion du livre et de la lecture une réalité. Pour mieux stimuler les jeunes au goût de la lecture, de nombreux cadeaux et prix sont décernés aux participants. Page souvenir de ce journal. 24 ans après sa disparition, le talent de l'emblématique journaliste sportif Aboubacar Kanté, toujours cité en exemple, assassiné dans sa chambre d'hôtel le 24 octobre 1997 à Abidjan en Côte d'Ivoire, cette légende du micro a laissé des traces positives dont on parle aujourd'hui encore avec émotion et fierté. Kadiatou Traoré revient sur la vie de l'homme. Suivez. C'est le 24 octobre 1997 à Abidjan, au bord de la lagune Ébrayée, que Boubacar Kanté a été nuitamment assassiné à son domicile par des inconnus qui courent toujours. La triste nouvelle se répand comme une traînée de poudre et consterne le monde entier. Boubacar Kanté était un journaliste de renom, doublé d'un homme de culture qui avait donné à la régie téléphone ses lettres de noblesse. Volubile à la voix grave, il avait constitué avec le doyen Pathé Diallo le premier duo narrateur-commentateur, techniquement appelé de nos jours J1 et J2. C'est encore les deux qui prirent part au congrès constitutif de l'USA, Union des journalistes sportifs africains, en 1970 à Khartoum, au Soudan, qui accueillait la CAN, la première du Stade national de Guinée. En 1973, il opta pour l'exil en Côte d'Ivoire à partir de Tunis, qui accueillait le Festival panafricain des arts et de la culture auquel la Guinée prenait part, dont Aboubacar Kanté était membre de la délégation. L'exil durera 23 ans sans qu'il n'altérât le patriotisme de celui qui est toute la Côte d'Ivoire appelé affectueusement Bouba, et qui avait pris une part considérable dans la promotion de son football par son verbe et sa verve. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent leur premier titre continental en 1992 à Dakar. Ce patriotisme, Boubacar Kanté va le prouver en terre sénégalaise en renonçant à ses privilèges et honneurs d'envoyé spécial senior de Africa numéro 1 pour venir sur Radio Guinée, sa radio de cœur, et faire duo avec le jeune reporter de Radio Guinée. Face à ceux qui trouvaient son attitude comme une violation de son contrat avec la station panafricaine, Boubacar Kanté répondait sans soucier, citation, « Si c'est pour votre argent, gardez-le. Je reste sur Radio Guinée, car c'est sur elle que ma chère mère m'écoute. » À Dabola. Paix à l'âme de cette icône nationale. Merci. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.